Bonjour, bienvenue dans le monde des mystères et des intrigues. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui va vous captiver jusqu'à la fin. Si vous aimez nos histoires, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné nous motive à explorer davantage. Installez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous emporter. C'est parti. Le soleil d'avril baignait la place des quarts d'heure d'une lumière dorée, illuminant les façades ocre et les terrasses animées d'Aix-en-Provence. Assis à la terrasse du Café de l'Horloge, Marc Delorme observait distraitement les passants tout en faisant tourner son verre de vin blanc entre ses doigts. À 56 ans, ce professeur de philosophie à l'université d'Aix-Marseille portait avec élégance les marques du temps. Cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, rides d'expression autour des yeux qui trahissaient un homme habitué à la réflexion. Et cette posture légèrement voûtée des intellectuels qui passent leur vie penchés sur des livres. Un étudiant le salua au passage. Marc lui répondit d'un hochement de tête poli, mais son esprit était ailleurs. Cette journée, comme tant d'autres depuis des années, se terminait dans une routine confortable, mais terriblement prévisible. Bientôt, il rentrerait dans l'appartement familial de la rue Cardinal, où Élise, son épouse depuis 32 ans, l'attendrait probablement absorbée par la préparation d'un de ses rapports pour l'association d'aide aux réfugiés qu'elle dirigeait. Marc sortit son téléphone, vérifia l'heure et soupira. 18h45. Il avait encore un peu de temps avant que son absence ne devienne remarquable. Il commanda un second verre, sortit un exemplaire usé de La Nausée de pour Sartre et se plongea dans cette lecture qu'il connaissait par cœur, comme pour y chercher une réponse qu'il n'avait toujours pas trouvée après toutes ces années. « L'existence précède l'essence », murmurait la page ouverte devant lui. Marc eut un sourire amer. Quelle était son essence à lui maintenant, après toutes ces années d'existence? Professeur respecté, mari fidèle, citoyen modèle. Ces étiquettes lui semblaient soudain vides de sens, comme des costumes empruntés qu'il portait sans conviction. La vie de Marc Delorme était considérée comme exemplaire par ses collègues et amis. Titulaire d'une chaire en philosophie existentialiste, auteur de 3 ouvrages académiques remarqués, conférencier occasionnel dans les plus prestigieuses universités européennes, il incarnait la réussite intellectuelle provinciale. Son mariage avec Élise, ancienne avocate reconvertie dans l'humanitaire, complétait ce tableau parfait d'une vie bourgeoise épanouie dans l'une des plus belles villes de Provence. Pourtant, depuis quelques années, un vide s'était installé. Un vide que les discussions intellectuelles avec ses collègues, les soirées mondaines et même les voyages culturels ne parvenaient plus à combler. Marc et Élise vivaient comme 2 planètes en orbite parfaite, ne se heurtant jamais, liés par l'habitude plus que par la passion. Leurs conversations se limitèrent désormais aux questions pratiques, aux commentaires sur l'actualité, aux nouvelles de leurs amis communs. La passion qui les avait unis 30 ans plus tôt s'était éteinte sans bruit, comme une bougie qu'on oublie dans un courant d'air. Marc régla son addition et quitta le café. Les ruelles pavées du vieil Aix s'animaient à l'heure de l'apéritif. Il prit le chemin du retour d'un pas lent, savourant ses moments de solitude avant de retrouver le silence poli de son appartement. Au tournant de la rue des Tanneurs, il remarqua un camion de déménagement devant son immeuble. Il se rappela vaguement qu'Élise avait mentionné l'arrivée d'une nouvelle locataire dans l'appartement voisin, laissé vacant depuis le départ des Moreau pour Montpellier. Devant l'entrée, 2 déménageurs transportaient un canapé tandis qu'une jeune femme leur donnait des instructions. Marc ralentit instinctivement le pas. Elle était de taille moyenne, avec de longs cheveux châtains, rassemblés en une queue de cheval désordonnée. Vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt blanc, elle dirigeait les opérations avec une assurance tranquille, pointant du doigt les endroits où déposer les meubles. Lorsqu'elle se tourna dans sa direction, Marc fut frappé par l'intensité de son regard. 2 yeux d'un vert profond qui contrastaient avec la douceur de son visage. Elle devait avoir à peine 20 ans. « Bonjour, vous devez être un voisin ?» lui lança-t-elle avec un sourire spontané qui illumina son visage. En effet, Marc Delorme, appartement du 3e, se présenta-t-il en lui tendant la main. « Camille Roux, votre nouvelle voisine de palier. Je viens tout juste d'arriver, de Paris. » Sa poignée de main était ferme, sa voix claire et mélodieuse. Marc nota un léger accent du Nord qui adoucissait ses mots. « Bienvenue à Aix alors. C'est une ville agréable quand on apprend à la connaître. J'espère bien m'y plaire. Je viens commencer des études de lettres à l'université. »« Vraiment ?
Je suis moi-même professeur de philosophie là-bas. » Les yeux de Camille s'éclairèrent d'une lueur nouvelle. « Quelle coïncidence! J'ai justement choisi un module optionnel de philosophie pour mon premier semestre. Peut-être serez-vous mon professeur ?» Marc sourit poliment, tout en se demandant intérieurement pourquoi cette perspective lui procurait une sensation étrange, comme un léger frisson d'anticipation qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « C'est possible. Je donne principalement des cours sur l'existentialisme et la phénoménologie. »« Sartre, Camus, Heidegger ?» demanda-t-elle avec un enthousiasme qui semblait sincère. Marc ne put cacher sa surprise. Peu d'étudiants de première année manifestaient un tel intérêt pour ces auteurs avant même d'avoir commencé leur cours. « Exactement. Vous les avez déjà étudiés ? » « Disons que j'ai une certaine affinité avec eux, » répondit-elle, avec un sourire énigmatique. « L'enfer, c'est les autres, mais parfois les autres sont aussi notre salut, n'est-ce pas ?» Cette référence à huis clos de Sartre, prononcée avec une assurance tranquille, troubla Marc bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Cette jeune femme n'était visiblement pas une étudiante ordinaire. Leur conversation fut interrompue par un des déménageurs qui demandait où placer une bibliothèque. Camille s'excusa et retourna à ses occupations, non sans lui adresser un dernier sourire. « À bientôt, professeur Delorme. J'ai le sentiment que nous aurons l'occasion de discuter plus longuement. » Marc monta les escaliers jusqu'à son appartement, étrangement perturbé par cette rencontre. Il trouva Élise dans le salon, absorbée dans la lecture d'un dossier, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. À 54 ans, elle conservait une élégance naturelle. Ses cheveux blonds coupés au carré encadrant un visage aux traits fins que le temps avait à peine marqué. « Notre nouvelle voisine est arrivée », annonça Marc en déposant son sac et sa veste sur une chaise. « répondit distraitement Élise sans lever les yeux de ses documents. « J'irai me présenter demain. J'ai préparé une salade pour ce soir, elle est au réfrigérateur. » Cette réponse résumait parfaitement leur relation. Polie, pratique, dénuée de curiosité réelle. Marc se servit un verre d'eau et s'installa dans son bureau, où il tenta de se concentrer sur la préparation de son prochain cours. Mais l'image de Camille Roux, avec ses yeux verts et son sourire énigmatique, s'invitait régulièrement dans ses pensées. Les jours suivants, Marc croisa Camille à plusieurs reprises dans l'escalier ou devant l'immeuble. Chaque fois, elle engageait la conversation avec une aisance déconcertante, lui demandant des conseils sur les endroits à découvrir à Aix, les meilleurs cafés pour travailler, ou simplement partageant son enthousiasme pour la ville. Un samedi matin, alors qu'il lisait dans le petit jardin commun de l'immeuble, Camille apparut avec 2 tasses de café. « J'ai pensé que vous pourriez apprécier un petit remontant, » dit-elle en lui tendant une tasse. « C'est un café colombien que j'ai rapporté de Paris. » Marc hésita un instant, surpris par cette familiarité, puis accepta avec un sourire reconnaissant. Le café était excellent, corsé et légèrement fruité. « Vous aviez raison, dit-elle en s'asseyant sur le banc à côté de lui. Aix est une ville magnifique. J'ai passé toute la journée d'hier à explorer le quartier Mazarin. C'est mon quartier préféré. Ces hôtels particuliers racontent l'histoire de la ville mieux que n'importe quel livre. » La conversation dériva naturellement vers l'architecture, puis l'art provençal, et enfin la littérature. Marc fut impressionné par la culture de Camille, sa curiosité intellectuelle et sa façon de formuler des questions qui le poussaient à réfléchir différemment sur des sujets qu'il croyait maîtriser. « Vous m'avez dit que vous veniez de Paris ?» lui demanda-t-il enfin, réalisant qu'il savait finalement peu de choses sur elle. « Oui, j'ai grandi dans le 15e arrondissement. Mon père est ingénieur et ma mère médecin. Une famille très cartésienne, sourit-elle. J'étais censé suivre leurs pas et faire médecine ou une grande école, mais j'ai préféré les lettres, d'où un certain refroidissement familial. Ils désapprouvent votre choix? Disons qu'ils tolèrent, en attendant que je retrouve la raison. C'est pour ça que je suis venu à Aix plutôt que d'étudier à Paris. J'avais besoin de respirer. » Cette confidence, livrée sans amertume mais avec une certaine mélancolie, toucha Marc. Il se reconnaissait dans ce désir d'échapper aux attentes des autres pour tracer sa propre voie. Lui-même avait dû affronter l'incompréhension de son père, notaire de province, lorsqu'il avait choisi la philosophie plutôt que le droit. « Et vous, professeur, avez-vous toujours su que vous enseigneriez la philosophie ?»« Marc, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas à l'université, sourit-il. Et non, j'ai hésité longtemps. J'ai même commencé des études de droit avant de me réorienter. » Marc
répéta-t-elle comme pour savourer ce nouveau degré d'intimité. « Et vous ne regrettez pas ce choix ?» La question était simple, mais Marc sentit qu'elle touchait à quelque chose de plus profond. Regrettait-il ses choix? Non pas seulement sa carrière, mais toute la trajectoire de sa vie. La philosophie m'a apporté une satisfaction intellectuelle indéniable. Quant aux regrets, ils font partie de toute existence, n'est-ce pas? Camille le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà de cette réponse académique. Je pense que les regrets sont souvent le prix de notre liberté. Regretter, c'est reconnaître qu'on aurait pu choisir autrement. Et c'est précisément parce qu'on est libre qu'on peut faire ce constat. Cette réflexion, formulée avec une maturité surprenante pour son âge, frappa Marc. À cet instant précis, quelque chose changea subtilement dans la façon dont il percevait Camille. Elle n'était plus simplement une jeune voisine intéressante, mais une âme complexe qui semblait le comprendre d'une façon dont personne ne l'avait compris depuis longtemps. Lorsqu'Élise l'appela depuis la fenêtre de leur appartement pour lui rappeler qu'ils étaient invités à déjeuner chez des amis, Marc ressentit une pointe de frustration à l'idée d'interrompre cette conversation. « C'est ma femme », expliqua-t-il, en se levant. « Je dois y aller. »« Bien sûr », sourit Camille. « Merci pour cette conversation, Marc. J'espère que nous pourrons la reprendre bientôt. » En montant les escaliers, Marc se surprit à penser qu'il l'espérait aussi, plus qu'il n'aurait dû. Les semaines suivantes, les rencontres entre Marc et Camille se multiplièrent, d'abord fortuites, puis de plus en plus arrangées, sous divers prétextes. Un livre prêté, une question sur un auteur, une recommandation de restaurant. Chaque interaction semblait prolonger un dialogue continu qui s'enrichissait jour après jour. Un après-midi de mai, alors qu'Élise était partie pour un week-end de travail à Marseille, Camille frappa à sa porte. Elle tenait à la main un exemplaire de « L'être et le néant » qu'il lui avait prêté la semaine précédente. « J'ai terminé », annonça-t-elle fièrement. « Et j'ai des milliers de questions. » Marc l'invita à entrer, conscient de franchir une limite invisible. Jusque-là, leurs échanges s'étaient toujours déroulés dans les espaces communs de l'immeuble ou dans les cafés du quartier. L'appartement était silencieux, baigné par la lumière dorée du soleil couchant qui filtrait à travers les persiennes. Marc prépara du thé pendant que Camille examinait avec curiosité sa bibliothèque bien fournie. « C'est impressionnant », commenta-t-elle en parcourant du doigt les tranches des livres. « On peut connaître toute votre vie intellectuelle juste en regardant ces étagères. »« Et qui voyez-vous » demanda Marc en posant 2 tasses fumantes sur la table basse. « Un homme qui cherche des réponses, qui ne se contente pas des vérités, toutes faites. » Camille s'était approchée de lui, si près qu'il pouvait sentir le parfum léger de ses cheveux, une odeur de jasmin et d'agrumes qui lui évoquait inexplicablement sa jeunesse, les étés en Provence, une époque où tout semblait possible. « Chaque livre est une tentative de répondre à des questions fondamentales, » dit-il en essayant d'ignorer le trouble qui montait en lui. « Mais les réponses ne font souvent que soulever de nouvelles questions. N'est-ce pas ça la beauté de la philosophie, cet éternel questionnement ?» Son regard croisa celui de Camille. Il y avait dans ses yeux verts une invitation silencieuse, une complicité qui dépassait le cadre intellectuel de leur échange. Marc sentit sa respiration s'accélérer légèrement. « La philosophie nous apprend surtout à reconnaître nos désirs pour ce qu'ils sont, » dit-il en détournant le regard vers la bibliothèque, « à ne pas nous mentir à nous-mêmes. Et quels sont vos désirs, Marc ?» La question flotta entre eux, que chargée d'une tension nouvelle. Marc savait qu'il aurait dû répondre par une plaisanterie, changer de sujet, maintenir cette distance nécessaire entre un professeur et une étudiante, entre un homme marié et une jeune femme de 19, Hans. Mais quelque chose en lui, ce vide qu'il portait depuis si longtemps, l'empêcha de faire ce qu'il savait être juste. « Des désirs que je ne devrais pas avoir », répondit-il finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Camille s'approcha encore, jusqu'à ce que leurs visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Parfois, les désirs les plus interdits sont aussi les plus vrais. Ce fut elle qui l'embrassa, avec une assurance qui le prit au dépourvu. Ses lèvres étaient douces, son baiser à la fois tendre et affirmé. Pendant un instant glorieux et terrible, Marc oublia tout, son âge, son mariage, sa position, les conséquences. Il répondit à son baiser avec une passion qu'il croyait éteinte, comme un homme assoiffé qui trouve enfin une source après avoir traversé le désert. Lorsqu'ils se séparèrent, le silence de l'appartement semblait vibrer autour d'eux.
Marc sentit le poids de ce qui venait de se passer s'abattre sur ses épaules. « Camille, commença-t-il, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne dites rien que vous pourriez regretter. Je sais ce que je fais, Marc. Je ne suis pas une enfant, et je sais ce que je ressens pour vous. » Ce soir-là, ils ne dépassèrent pas cette limite. Camille partit peu après, laissant Marc seul avec ses pensées tumultueuses et la certitude que sa vie venait de prendre un tournant dangereux dont il n'était pas sûr de pouvoir ou de vouloir s'échapper. Dans les jours qui suivirent, Marc oscilla entre l'euphorie et le remords. Chaque matin, il se réveillait avec la résolution ferme de mettre fin à cette folie naissante. Chaque soir, il succombait à l'attrait magnétique de Camille, cherchant sa présence sous des prétextes de plus en plus fragiles. Élise ne semblait rien remarquer, absorbée par son travail à l'association et ses nombreuses réunions. Ou peut-être choisissait-elle de ne rien voir. Après 30 ans de mariage, le couple avait développé cette capacité à coexister sans vraiment se regarder, à échanger des banalités sur le ton de la conversation tout en gardant leurs pensées véritables à l'abri des mots. Un mardi, après-midi de juin, Marc donnait son dernier cours du semestre sur Kierkegaard et le concept d'angoisse. L'amphithéâtre était presque plein, les étudiants attentifs malgré la chaleur qui commençait à s'installer dans la ville. Du coin de l'œil, il aperçut Camille qui entrait discrètement par la porte latérale et s'asseyait au dernier rang. Elle n'était pas inscrite à ce cours, mais elle venait parfois l'écouter, disait-elle, pour le plaisir de l'entendre parler, de philosophie. L'angoisse, selon Kierkegaard, n'est pas la peur d'un danger précis, expliquait Marc en arpentant l'estrade. C'est plutôt le vertige de la liberté, cette conscience aiguë que nous sommes responsables de nos choix et que chaque décision entraîne des conséquences que nous devrons assumer. Ses yeux croisèrent ceux de Camille, et il sentit sa gorge se serrer légèrement. Parlait-il de Kierkegaard ou de lui-même? Cette angoisse qu'il décrivait avec tant de précision académique, n'était-ce pas exactement ce qu'il ressentait chaque fois qu'il pensait à elle? C'est devant les possibilités infinies de l'existence que nous éprouvons ce vertige, poursuivit-il en détournant le regard. Et c'est précisément cette angoisse qui nous révèle notre liberté fondamentale. Sans elle, nous ne serions que des êtres déterminés, incapables de choix véritables. Après le cours, plusieurs étudiants vinrent lui poser des questions sur l'examen final. Camille attendit patiemment qu'ils partent tous avant de s'approcher de l'estrade. « Vous étiez particulièrement inspiré aujourd'hui » dit-elle avec ce sourire qui illuminait toujours son visage. Marc rangea ses notes dans sa sacoche, conscient de la présence d'un collègue qui s'attardait encore dans l'amphithéâtre. « Merci. »« T'être venu, » répondit-il sur un ton volontairement neutre. « Mais tu n'étais pas obligé de suivre ce cours. J'aime vous voir dans votre élément. Vous devenez différent quand vous enseignez, plus vivant. » Cette remarque, prononcée sans malice, le toucha plus qu'il ne l'aurait voulu. Était-il si éteint le reste du temps? Sa vie s'était-elle à ce point transformée en une performance mécanique? « Pourrons-nous nous voir ce soir ?» demanda-t-elle à voix basse. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Marc jeta un regard inquiet vers son collègue qui rangeait ses affaires à l'autre bout de la salle. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Camille. Nous devons être prudents. » Le visage de la jeune femme s'assombrit légèrement, mais elle se reprit vite. « D'accord. Alors peut-être demain? Élise ne sera-t-elle pas à sa réunion mensuelle à Marseille ?» Marc sentit une vague de culpabilité l'envahir. Que Camille connaisse l'emploi du temps de sa femme le mettait profondément mal à l'aise. « Comment sais-tu pour la réunion d'Élise? Elle me l'a mentionné hier quand nous nous sommes croisés dans l'escalier. Elle a été très gentille. Elle m'a même proposé de m'emmener visiter leur centre d'accueil un jour. » L'idée que les deux femmes nouent une relation cordiale, alors qu'il entretenait cette liaison clandestine avec Camille, lui sembla soudain insupportable. Comme si chaque interaction entre elles ajoutait une couche supplémentaire à sa trahison. « Je t'appellerai, » dit-il finalement, avant de quitter l'amphithéâtre d'un pas rapide. Ce soir-là, Élise et lui dînèrent en silence, comme souvent. Elle lui raconta brièvement sa journée. Il évoqua son dernier cours. Puis la conversation s'éteignit naturellement. Marc se réfugia dans son bureau, sous prétexte de finaliser les sujets d'examen, mais en réalité, il ne pouvait s'empêcher de penser à Camille. Son téléphone vibra. Un message de la jeune femme s'afficha. « Je pense à toi. À demain ?» La familiarité du tutoiement,
qu'ils avaient adopté dans l'intimité lui rappela à quel point leur relation avait évolué rapidement. Ce qui avait commencé comme un échange intellectuel stimulant s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Le lendemain, comme prévu, Élise partit tôt pour Marseille. À peine avait-elle quitté l'appartement que Marc reçut un autre message de Camille. « Je peux passer dans 1 heure ?» Il hésita longuement avant de répondre simplement « D'accord ». Cette heure d'attente lui parut interminable. Il rangea nerveusement l'appartement, changea de chemise, 2 fois ouvrit, puis referma un livre qu'il était incapable de lire. Que faisait-il? À 56 ans, n'aurait-il pas dû avoir suffisamment de sagesse pour éviter une telle situation? Lorsque Camille frappa à la porte, Marc avait presque réussi à se convaincre qu'il allait mettre fin à cette relation. Presque, elle entra avec cette grâce naturelle qui le fascinait toujours, vêtue d'une simple robe d'été bleue qui mettait en valeur ses yeux verts. Dans ses mains, elle tenait un petit paquet enveloppé de papier Kraft. « J'ai trouvé ça hier dans une librairie ancienne de la rue Gaston de Saporta », dit-elle en lui tendant le paquet. « J'ai pensé que ça te plairait. » Marc défit l'emballage avec précaution. C'était une édition originale de La phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, datant de 1945. Un ouvrage rare qu'il cherchait depuis des années. « Camille, c'est... Je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop. » « Bien sûr que si, » sourit-elle. « Considère que c'est ma façon de te remercier pour tout ce que tu m'apprends. » Ce cadeau, choisi avec tant de soin, émut Marc profondément. Ce n'était pas un présent anodin ou impersonnel. C'était le geste de quelqu'un qui l'avait vraiment écouté, qui avait prêté attention à ses passions les plus profondes. « Comment as-tu su ?»« Tu l'as mentionné la semaine dernière, quand nous parlions de la perception du temps. Tu as dit que Merleau-Ponty avait formulé ça mieux que quiconque, et que tu regrettais de ne pas avoir trouvé une édition originale de son œuvre. Cette attention aux détails, cette façon qu'elle avait de se souvenir de chacune de ses paroles, contrastait douloureusement avec l'indifférence polie qui caractérisait désormais ses échanges avec Élise. Marc posa le livre sur la table basse et attira Camille à lui. Leur baiser fut différent cette fois, plus profond, plus urgent, comme si ce cadeau avait abattu les dernières barrières de sa résistance morale. Ce qui suivit se déroula dans une sorte de brouillard fiévreux, les caresses d'abord hésitantes, puis de plus en plus assurées, les vêtements abandonnés sur le sol du salon, leurs corps enlacés sur le canapé, puis dans la chambre d'amis. Marc n'aurait pas supporté d'emmener Camille dans le lit conjugal. Après allonger côte à côte dans la pénombre de la chambre, Marc fut envahi par un mélange confus d'émotions, un bien-être physique qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, mais aussi une culpabilité écrasante qui lui nouait l'estomac. « À quoi penses-tu » demanda Camille en se tournant vers lui, son visage à moitié caché par l'ombre. « Je me demande comment j'en suis arrivé là, » répondit-il honnêtement. « Comment j'ai pu laisser les choses aller si loin? Regrettes-tu » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui lui rappela brutalement à quel point elle était jeune, malgré sa maturité apparente. « Je devrais, n'est-ce pas? Mais non, je ne regrette pas, et c'est peut-être ça le pire. » Camille se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « L'existentialisme nous enseigne que nous sommes définis par nos choix, pas par nos intentions. »« Ou nos remords, » murmura-t-elle. « Nous venons de faire un choix, Marc, ensemble, et nous devrons vivre avec ses conséquences. » Cette façon qu'elle avait de mêler philosophie et émotion, de donner un sens intellectuel à leurs actes les plus instinctifs, fascinait Marc. Avec elle, même la transgression semblait avoir une profondeur, une signification qui dépassait la simple recherche du plaisir. Dans les semaines qui suivirent, leur liaison s'intensifia. Ils se voyaient dès qu'Élise s'absentait, parfois même lorsqu'elle était simplement sortie pour quelques heures. Ils échangèrent des messages codés, se retrouvaient dans des cafés discrets à l'autre bout de la ville ou se donnèrent rendez-vous dans le petit appartement de Camille quand le risque d'être vus ensemble devenait trop grand. Marc se surprenait à attendre ces moments avec une impatience adolescente, guettant son téléphone, inventant des prétextes pour quitter la maison. Il se sentait à la fois rajeuni et profondément honteux de son comportement. Mais chaque fois qu'il envisageait de mettre fin à cette relation, l'idée même de ne plus voir Camille lui était insupportable. Pour Camille, cette liaison semblait être bien plus qu'une simple aventure. Elle parlait parfois d'avenir, évoquait des voyages qu'ils pourraient faire ensemble,
des livres qu'ils écriraient à 4 mains. Marc écoutait ces projets avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Comment pourrait-il lui expliquer qu'il n'y aurait pas d'avenir pour eux, qu'il ne quitterait jamais Élise malgré l'érosion de leur amour, qu'à son âge, l'idée même de recommencer une vie était à la fois tentante et terrifiante. Un jour de juillet, alors qu'ils étaient allongés dans le lit de Camille après avoir fait l'amour, elle lui posa une question qui le prit au dépourvu. « M'aimes-tu, Marc ?» Il se figea, incapable de formuler une réponse immédiate. Qu'éprouvait-il exactement pour elle? Du désir, certainement. De l'affection, sans aucun doute. Une forme d'admiration pour son intelligence, sa sensibilité, sa façon de voir le monde. Mais de l'amour? Et si oui, quel genre d'amour? C'est compliqué, répondit-il finalement. Ce que je ressens pour toi est très fort, mais tu aimes aussi Élise, compléta-t-elle doucement. Ce n'est pas la même chose. Élise. Et moi? C'est 30 ans de vie commune, une histoire qui a commencé quand j'avais ton âge. On ne gomme pas ça facilement. Camille resta silencieuse un moment, traçant distraitement des cercles sur la poitrine de Marc. Je comprends, mais je veux que tu saches que moi, je t'aime. Pas comme une étudiante admire son professeur, pas comme une fille recherche une figure paternelle. Je t'aime pour l'homme que tu es, avec tes doutes, tes contradictions, ton histoire. Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Marc au plus profond de lui-même. Il attira Camille plus près, embrassant son front, incapable de lui offrir les mots qu'elle espérait en retour. À la fin du mois de juillet, l'université ferma ses portes pour les vacances d'été. Marc et Élise devaient partir 2 semaines dans leur maison de famille, près de Cassis, comme chaque année. Cette perspective, qui autrefois lui procurait un sentiment de paix et de retour aux sources, lui semblait maintenant étouffante. 2 semaines sans voir Camille lui paraissait une éternité. La veille de leur départ, il trouva un prétexte pour passer chez elle. Son appartement était en désordre, des vêtements empilés sur une valise ouverte. « Tu pars ?» demanda-t-il surpris. « Juste pour 1 semaine. Je vais rejoindre une amie à Barcelone. » Marc sentit une pointe de jalousie irrationnelle. L'idée que Camille puisse s'amuser sans lui, rencontrer d'autres personnes, peut-être d'autres hommes de son âge, lui était soudain insupportable. « Tu vas me manquer, » dit-il en l'enlaçant par derrière, tandis qu'elle pliait une robe. « Toi aussi, » sourit-elle. « Mais ce n'est qu'1 semaine, et puis tu seras avec Élise, non ?» Il y avait une légère amertume dans sa voix, que Marc choisit d'ignorer. « On se reverra à mon retour, » promit-il en l'embrassant. Leur séparation fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les premiers jours à Cassis, Marc se sentit comme un lion en cage, vérifiant constamment son téléphone, inventant des excuses pour s'isoler et envoyer des messages à Camille. Élise remarqua son comportement étrange, mais l'attribua au stress de la fin d'année universitaire. « Tu devrais profiter de ces vacances pour vraiment déconnecter, Marc, » lui dit-elle, un soir alors qu'ils dînaient sur la terrasse face à la mer. « Tu sembles préoccupé. »« Désolé, » répondit-il en rangeant précipitamment son téléphone. « J'ai juste quelques soucis administratifs à régler. » « Toujours ce problème avec ton article pour la revue de philosophie ?» Marc acquiesça, reconnaissant qu'elle lui fournisse elle-même une excuse plausible. Il se sentit misérable de lui mentir si facilement, elle qui avait partagé sa vie pendant 3 décennies. Mais l'image de Camille, son sourire, la façon dont elle prononçait son nom ne cessait de le hanter. Le 4e jour, Camille envoya une photo d'elle sur une plage de Barcelone, vêtue d'un bikini rouge qui mettait en valeur sa silhouette, élancée. « Je pense à toi sous le soleil catalan », disait le message qui accompagnait l'image. Marc fixa la photo longuement, tiraillé entre le désir et l'angoisse. Et si quelqu'un voyait cette image sur son téléphone? Et si Élise surprenait un de leurs messages? L'édifice de mensonges qu'il construisait jour après jour lui semblait de plus en plus fragile. Le soir même, alors qu'il se préparait à rejoindre Élise pour leur traditionnel dîner au village, son téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message de Camille s'afficha. « J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui, un professeur de littérature de la Sorbonne. Il m'a invité à dîner demain. » Marc sentit son cœur se serrer douloureusement. Était-ce une simple information ou une forme de provocation subtile? Voulait-elle le rendre jaloux? Si c'était le cas, elle avait parfaitement réussi. Il composa une réponse qu'il effaça immédiatement, puis une autre et encore une autre.
Toutes lui semblaient soit trop possessives, soit trop détachées. Comment trouver le ton juste quand on est un homme marié de 56 ans, amoureux d'une étudiante de 19 ans? Ça est. Car c'était bien de cela qu'il s'agissait, réalisa-t-il avec effroi. Il était amoureux de Camille, non pas d'un simple désir passager ou d'une fascination intellectuelle, mais d'un amour véritable, avec tout ce que cela impliquait de vulnérabilité et de souffrance potentielle. Il finit par répondre simplement « Profite de ton séjour, tu me raconteras à ton retour ». La réponse ne tarda pas. « Tu es jaloux ?» Marc hésita longuement avant d'admettre « Oui ». « Tant mieux », répliqua-t-elle, aussitôt. « Ça prouve que tu tiens à moi. » Cette conversation laissa Marc dans un état de confusion totale. Cette jalousie qu'il ressentait était à la fois nouvelle et familière, comme un écho de sa jeunesse, de l'époque où il aimait Élise, avec cette même intensité dévorante. Mais il y avait aussi quelque chose de malsain dans cette émotion, un sentiment de possession qui le mettait mal à l'aise. Quand Élise et lui rentrèrent à Aix, une semaine plus tard, Marc était dans un état d'anxiété permanent. Il n'avait plus eu de nouvelles de Camille depuis 3 jours, ses derniers messages étant restés sans réponse. Avait-elle rencontré quelqu'un d'autre à Barcelone? S'était-elle lassée de leur liaison? Ou pire, lui était-il arrivé quelque chose? À peine la voiture garée devant leur immeuble, il scruta les fenêtres de l'appartement de Camille. Les volets étaient fermés, signe qu'elle n'était probablement pas encore rentrée. « Tu m'aides avec les valises ?» demanda Élise, le tirant de sa contemplation. Marc s'empressa de décharger la voiture, portant les bagages jusqu'à leur appartement avec une efficacité mécanique. Son esprit était ailleurs, oscillant entre l'inquiétude et l'impatience. Cette nuit-là, il dormit à peine, guettant le moindre bruit dans l'immeuble qui pourrait signaler le retour de Camille. Vers 5 heures du matin, il entendit des pas dans l'escalier, puis le bruit d'une porte qu'on ouvre et qu'on referme. Elle était revenue. Marc attendit qu'Élise parte travailler pour frapper à la porte de Camille. Il avait répété mentalement ce qu'il allait lui dire, oscillant entre reproches pour son silence et aveu de ses sentiments. Mais tous ses discours préparés s'évanouirent lorsqu'elle ouvrit la porte. Son visage était différent, plus fermé, plus grave. Ses yeux verts, habituellement si lumineux, semblaient voilés d'une tristesse nouvelle. « Bonjour, Marc », dit-elle simplement en s'écartant pour le laisser entrer. L'appartement était en désordre, des vêtements encore éparpillés autour de sa valise ouverte. Sur la table basse, un livre qu'il ne connaissait pas, Les Amours interdites de Philip Sollers. « Tu m'as manqué », dit-il en s'approchant pour l'embrasser. Camille accepta son baiser mais resta étrangement passive, comme absente. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Marc, soudain inquiet. « Il s'est passé quelque chose à Barcelone ?» Elle le regarda longuement avant de répondre. « J'ai beaucoup réfléchi pendant cette semaine. À nous, à ce que nous faisons, à où tout cela nous mène. » Marc sentit une vague d'angoisse monter en lui. Ces mots ressemblaient trop à un préambule de rupture. « Et qu'as-tu conclu ?» demanda-t-il, la gorge sèche. « Que je suis amoureuse de toi, complètement, désespérément amoureuse. Et que cet amour me fait peur, parce que je sais qu'il n'a pas d'avenir. » Elle s'assit sur le canapé, l'invitant à faire de même. « Ce professeur que j'ai rencontré à Barcelone, il m'a proposé de postuler pour un programme d'échange à Paris, une opportunité exceptionnelle qui pourrait vraiment lancer ma carrière. »« Et tu veux y aller ?» compléta Marc, sentant son cœur se serrer. « Je ne sais pas ce que je veux, Marc. Si je reste ici, c'est pour toi, uniquement pour toi. Mais pourquoi exactement? Pour être ta maîtresse cachée pendant des années? Pour tomber un peu plus amoureuse chaque jour d'un homme qui ne sera jamais vraiment à moi ?» La vérité de ces paroles frappa Marc comme un coup de poing. Qu'offrait-il réellement à Camille? Des moments volés, des promesses impossibles à tenir, une relation condamnée par la morale et les conventions sociales. « Je t'aime », dit-il simplement, prononçant pour la première fois ces mots qu'il s'était interdits jusqu'alors. Les yeux de Camille s'emplirent de larmes. « Et Élise, c'est différent. Ce que je ressens pour toi est... » « Ne dis pas différent, » l'interrompit-elle. « C'est un mot qui ne signifie rien. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, tu veux être avec elle ou avec moi. Il n'y a pas de zone grise, Marc. » Cette intransigeance, si caractéristique de la jeunesse, fit sourire tristement Marc. La vie lui avait appris que tout n'était que nuances, compromis, choix imparfaits. Mais comment expliquer cela à Camille sans paraître lâche ou hypocrite?
Je ne peux pas simplement quitter Élise du jour au lendemain. Ce serait cruel, plus cruel que de la tromper depuis des mois. Marc n'avait pas de réponse à cette question. Il resta silencieux, conscient de l'impasse dans laquelle il s'était lui-même enfermé. « J'ai besoin que tu réfléchisses sérieusement à ce que tu veux, Marc, » reprit Camille d'une voix plus douce. « Pas dans l'abstrait, pas dans un futur, hypothétique, maintenant, parce que je ne peux pas continuer ainsi indéfiniment. » Cette conversation, bien que douloureuse, eut au moins le mérite d'une certaine clarté. Dans les jours qui suivirent, Marc se trouva confronté à un choix qu'il avait jusqu'alors soigneusement évité de considérer. Devait-il quitter Élise pour Camille? L'idée même lui semblait à la fois exaltante et terrifiante. Recommencer. Une nouvelle vie à 56 ans, avec une femme de près de 40 ans, sa cadette. Affronter le regard des collègues, des amis, de la société. Détruire 3 décennies de vie commune pour un amour qui, malgré son intensité, restait une inconnue sur le long terme. Mais l'alternative était tout aussi intolérable. Perdre Camille. Retourner à l'existence morne et prévisible qu'il menait avant de la rencontrer, vivre avec le regret d'avoir laissé passer sa dernière chance de passion véritable. Outreau s'écoula dans une chaleur suffocante. Aix-en-Provence, envahi par les touristes, semblait avoir perdu son âme tranquille. Marc passait ses journées à errer entre la bibliothèque universitaire déserte et les cafés climatisés, cherchant un refuge contre la canicule et contre ses propres pensées. Élise et lui vivaient désormais comme des étrangers sous le « même toit ». Elle avait remarqué son changement d'attitude, son absence émotionnelle, mais avait choisi de ne pas l'interroger directement. « Tu traverses quelque chose », lui avait-elle simplement dit un soir. « J'espère que tu trouveras la paix. » Cette compassion silencieuse ne faisait qu'accentuer sa culpabilité. Quant à Camille, elle maintenait une distance prudente depuis leur dernière conversation. Ils se voyaient encore, mais moins souvent et avec une retenue nouvelle qui rendait leurs rencontres à la fois plus douloureuses et plus intenses. Chaque moment passé ensemble avait désormais le goût amer de l'éphémère, comme si chacun savait que leur histoire approchait inexorablement de sa fin. Un matin de la mi-août, Marc reçut un message de Camille qui le glaça. « Il faut que je te parle. C'est important. Peux-tu passer chez moi à 14 heures ?» Ces quelques mots, d'une banalité apparente, lui nouèrent l'estomac. Allait-elle lui annoncer son départ pour Paris? Avait-elle rencontré quelqu'un d'autre? Ou pire encore, avait-elle décidé de tout révéler à Élise? À 14 heures précises, il frappa à sa porte, le cœur battant d'appréhension. Camille lui ouvrit aussitôt, comme si elle l'attendait derrière la porte. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes. « Entre », dit-elle simplement en s'écartant pour le laisser passer. L'appartement était impeccablement rangé, contrairement à d'habitude. Des livres empilés avec soin, des fleurs fraîches dans un vase, sur la table basse, une bouteille de vin ouverte avec 2 verres préparés. Cette mise en scène soignée ne fit qu'accentuer l'inquiétude de Marc. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» Elle lui versa un verre de vin, puis s'assit dans le fauteuil en face du canapé, gardant volontairement une distance entre eux. « J'ai pris ma décision concernant Paris, » annonça-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « J'ai accepté l'offre. Je pars dans 2 semaines. » Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Bien qu'il eût envisagé cette possibilité, l'entendre formuler avec tant de certitude lui coupa le souffle. « Tu en es sûr ?» fut tout ce qu'il parvint à articuler. « Oui, c'est une opportunité que je ne peux pas refuser sur le plan académique, et je pense que c'est mieux ainsi pour nous deux. »« Mieux ?» répéta-t-il incrédule. « Comment notre séparation pourrait-elle être mieux ?» Camille prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Parce que cette relation nous détruit tous les deux, Marc. Toi par la culpabilité et les mensonges, moi par l'attente et l'espoir. Nous sommes dans une impasse, et tu le sais aussi bien que moi. » Elle marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « À moins que tu n'aies pris ta décision, à moins que tu ne sois prêt à quitter Élise et à assumer notre relation au grand jour ?» Le silence qui suivit cette question fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Marc baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne peux pas te demander ça, » murmura-t-il finalement. « Tu n'as pas à me le demander, je te le propose une dernière fois. » L'ultimatum était clair. Marc ferma les yeux, assailli par un tourbillon d'émotions contradictoires. L'idée de «
Perdre Camille lui était insupportable. Mais pouvait-il vraiment tout quitter pour elle? Sa vie, sa carrière, sa femme. Et que dirait-on de lui, le professeur qui abandonne son épouse pour une étudiante de près de 40 ans, sa cadette? « J'ai besoin de temps », dit-il faiblement. « C'est ce que tu répètes depuis des semaines, Marc. » Le temps ne résoudra rien. Il ne fera que prolonger notre souffrance à tous. Camille, essaie de comprendre. Ce n'est pas si simple. Simple, l'interrompit-elle, la voix soudain plus dure. Bien sûr que non, ce n'est pas simple. L'amour ne l'est jamais. Mais il exige des choix, des sacrifices. Et jusqu'à présent, c'est moi qui ai tout sacrifié. Ma réputation à l'université, où certains commencent à murmurer sur nous. Ma dignité en acceptant d'être ta maîtresse cachée. Mes projets d'avenir, que j'ai mis en suspens dans l'espoir que tu finirais par choisir. Ces reproches, bien, que formulés sans colère apparente, frappèrent Marc, comme autant de vérités douloureuses. N'avait-il pas été profondément égoïste, savourant le plaisir de cette relation, tout en refusant d'en assumer les conséquences? « Je t'aime », dit-il avec désespoir, comme si ces mots pouvaient à eux seuls résoudre leur dilemme. « Je sais », répondit doucement Camille, « et je t'aime aussi, mais parfois l'amour ne suffit pas. » Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Marc. Le soleil de l'après-midi dessinait sa silhouette en contre-jour, lui donnant une aura presque irréelle. « J'ai besoin d'une réponse avant mon départ, Marc. Une réponse définitive. Soit tu choisis de construire quelque chose avec moi, soit nous devons nous dire adieu. Je ne peux plus vivre dans cet entre-deux. » Marc quitta l'appartement de Camille dans un état second. Les rues d'Aix lui semblaient soudain étrangères, comme s'il les découvrait pour la première fois. Ou peut-être était-ce lui qui était devenu étranger à lui-même, incapable de reconnaître l'homme qu'il était devenu. Au lieu de rentrer directement chez lui, il se dirigea vers le café des deux garçons, s'installant à une table en terrasse pour tenter de mettre de l'ordre dans ses pensées. Le serveur lui apporta un pastis qu'il n'avait pas le cœur de boire. Comment en était-il arrivé là? Ce qui avait commencé comme une simple attraction intellectuelle s'était transformé en une passion dévorante qui menaçait maintenant de dévaster sa vie entière. Et pourtant, malgré la douleur et la confusion, Marc ne pouvait s'empêcher de reconnaître que ces derniers mois avec Camille avaient été les plus intenses, les plus vivants qu'il ait connus depuis des années. Élise méritait-elle d'être abandonnée après 30 ans de mariage pour cette passion tardive? Non, bien sûr. Mais méritait-elle de vivre avec un homme dont le cœur appartenait désormais à une autre? La question était tout aussi cruelle. Le téléphone de Marc vibra. Un message d'Élise. « Je suis rentré plus tôt. Nous pouvons dîner ensemble ce soir si tu veux. » Cette banalité, cette routine tranquille qu'il avait autrefois appréciée, lui semblait maintenant comme une prison dorée. Il imagina les 30 prochaines années de sa vie, des dîners silencieux, des vacances prévisibles, un vieillissement paisible aux côtés d'une femme qu'il respectait mais ne désirait plus. Cette perspective, qui aurait dû le rassurer, ne fit qu'accentuer son sentiment d'étouffement. Puis il imagina une vie avec Camille, les regards désapprobateurs, les commentaires sarcastiques des collègues, peut-être même la perte de son statut à l'université. Et dans 10 ans, 20 ans, quand l'écart d'âge se ferait cruellement, sentir quand il approcherait de la fin de sa vie, alors qu'elle serait encore en pleine force de l'âge, ne regretterait-elle pas ce choix? Ne finirait-elle pas par le quitter pour un homme plus jeune, le laissant seul avec ses ruines? Il n'y avait pas de bonne solution, réalisa-t-il avec désespoir, seulement des choix imparfaits et douloureux. Marc rentra finalement chez lui au crépuscule. Élise avait préparé un dîner simple qu'ils partagèrent sur la terrasse. La soirée était douce, l'air embaumé par les lauriers roses en fleurs. Dans d'autres circonstances, ce moment aurait été parfaitement agréable. « Tu sembles préoccupé », remarqua Élise en lui servant un verre de vin. « C'est toujours ce projet d'article qui te tracasse ?» Marc la regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Son visage serein, marqué par les années mais toujours élégant, ses gestes mesurés, sa voix douce. Elle était l'incarnation d'une vie qu'il avait choisie et construite pendant 3 décennies. Pouvait-il vraiment tout jeter aux orties pour l'inconnu? « Élise, commença-t-il, la gorge nouée, il faut que je te parle de quelque chose. » Un voile d'inquiétude passa sur le visage de sa femme. Elle posa sa fourchette et l'observa attentivement. « Je t'écoute, » dit-elle simplement. Les mots se bousculaient dans la tête de Marc. Comment avouer une trahison de cette ampleur?
Comment expliquer l'inexplicable? Il ouvrit la bouche, puis la referma, submergé par l'impossibilité de la tâche. C'est à propos de la rentrée universitaire, dit-il finalement, capitulant devant sa propre lâcheté. Je me demande si je ne devrais pas prendre une année sabbatique. Élise parut soulagée, presque amusée. C'est tout? Je croyais que tu allais m'annoncer une maladie grave ou je ne sais quelle catastrophe. Non, rien de tout cela, murmura Marc, se détestant pour ce nouveau mensonge. Eh bien, pourquoi pas? Après toutes ces années d'enseignement, tu as bien mérité une pause. Tu pourrais en profiter pour écrire ce livre dont tu parles depuis si longtemps. Cette compréhension, cette sollicitude, ne firent qu'accroître la culpabilité de Marc. Il termina son dîner en silence, incapable de poursuivre une conversation normale, alors que son esprit était en plein chaos. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité à côté d'Élise endormie, Marc prit sa décision. Il ne pouvait pas continuer ainsi, déchiré entre deux vies, deux amours, deux versions contradictoires de lui-même. Il devait faire un choix, aussi douloureux soit-il. Le lendemain matin, il attendit qu'Élise parte travailler, puis composa le numéro de Camille. Elle décrocha à la première sonnerie, comme si elle attendait son appel. « Marc, j'ai pris ma décision, annonça-t-il, la voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Je vais parler à Élise ce soir, lui dire la vérité, toute la vérité. » Un long silence suivit cette déclaration. « Tu en es sûr ?» demanda finalement Camille, sa voix trahissant à la fois l'espoir et l'incrédulité. « Oui, je ne peux plus vivre dans le mensonge, ni envers elle, ni envers moi-même. Je t'aime, Camille, et je veux essayer de construire quelque chose avec toi, même si le chemin sera difficile. » Oh Marc, il l'imagina à l'autre bout du fil, ses yeux verts brillants de larmes, ce sourire qu'il aimait tant illuminant son visage. « Je passerai te voir demain matin, » promit-il, « quand tout sera dit. » Après avoir raccroché, Marc resta longtemps immobile dans le salon, à la fois terrifié et étrangement serein. La décision était prise. Pour le meilleur ou pour le pire, il allait changer le cours de sa vie. Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anticipation anxieuse. Marc prépara mentalement ce qu'il dirait à Élise, cherchant les mots les moins blessants pour lui annoncer qu'il la quittait pour une autre, une femme de l'âge de la fille qu'il n'avait jamais eue. À 18 heures, alors qu'il révisait pour la énième fois son discours, la sonnette de l'appartement retentit. Marc fronça les sourcils, n'attendant personne. Peut-être un voisin ou un livreur. Il ouvrit la porte et se figea de stupeur. Devant lui se tenait Élise, le visage pâle et défait, tenant à la main une enveloppe blanche. « Élise, que fais-tu ici à cette heure? Je pensais que tu travaillais jusqu'à... »« On m'a apporté ceci au bureau, » l'interrompit-elle en lui tendant l'enveloppe. « Lis-le, maintenant. » Marc prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle avait déjà été ouverte. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en deux. Il la déplia et commença à lire. « Chère Madame Delorme, vous ne me connaissez pas, mais je connais intimement votre mari. Marc et moi entretenons une liaison depuis plusieurs mois. Nous nous voyons régulièrement dans mon appartement ou dans le vôtre lorsque vous êtes absente. Il m'a parlé de vous, de votre mariage sans passion, de son désir de vous quitter pour moi. Je ne vous écris pas par méchanceté, mais par honnêteté. Vous méritez de connaître la vérité sur l'homme avec qui vous partagez votre vie. Il vous ment, comme il me ment probablement aussi. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui où il était le 14 juillet au soir, alors qu'il prétendait travailler à la bibliothèque. Ou regardez dans la poche de son manteau bleu, où il garde parfois mes messages. Je suis désolée d'être porteuse de telles nouvelles, une amie bienveillante. » Marc releva lentement les yeux. Élise le fixait avec un mélange de douleur et de colère froide qu'il ne lui avait jamais vu. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle simplement. Il aurait pu nier, prétendre qu'il s'agissait d'une erreur, d'une vengeance absurde d'une étudiante éconduite, d'un malentendu. Mais à quoi bon mentir encore? N'avait-il pas décidé justement de tout lui avouer ce soir même? « Oui, » admit-il dans un souffle. « C'est vrai. » Élise ferma brièvement les yeux comme si cette confirmation, malgré son évidence, la frappait physiquement. Qui est-elle? Camille, notre voisine. Un rire amer échappa à Élise. La jeune étudiante? Celle à qui j'ai offert du thé la semaine dernière? Celle avec qui je discutais de son avenir alors que tu... Vous... Sa voix se brisa. Marc fit un pas vers elle, mais elle recula vivement. Ne me touche pas. Élise, je suis désolé. Je voulais te le dire ce soir, justement. Vraiment?
Quelle coïncidence providentielle. Le sarcasme dans sa voix était comme un fouet. 30 ans, Marc. 30 ans de ma vie que j'ai passé avec toi et tout ce temps... Non, protesta-t-il. Ce n'est pas ce que tu crois. Camille et moi, c'est récent. Quelques mois seulement. Je ne t'ai jamais trompé. Avant elle. Cette précision sonna ridicule à ses propres oreilles, comme si la durée de sa trahison pouvait en atténuer la gravité. « Et tu comptais me quitter pour elle ?» demanda Élise, son regard transperçant Marc jusqu'à l'âme. « Oui. » Le silence qui suivit cet aveu fut assourdissant. Élise sembla soudain vieillie de 10 ans, les épaules affaissées sous le poids de cette révélation. « Va-t'en, dit-elle finalement. Prends quelques affaires et va-t'en. Je ne peux pas te regarder en ce moment. Pas après ça. » Marc voulut protester, expliquer, mais son regard l'arrêta net. Il n'avait jamais vu tant de dégoût dans les yeux de quelqu'un, surtout pas dans ceux de cette femme qu'il avait aimée pendant 3 décennies. Sans un mot de plus, il rassembla quelques vêtements dans un sac de voyage, prit son ordinateur portable et son téléphone, puis quitta l'appartement. Sur le palier, il hésita. Devait-il frapper chez Camille, lui annoncer que tout était fini, avec Élise, commencer leur nouvelle vie dès maintenant? Ou aller à l'hôtel pour la nuit, donner à Élise et à lui-même un peu de temps pour digérer ce séisme émotionnel. Finalement, il opta pour la seconde solution. Il envoya un bref message à Camille. « Élise, c'est tout, je t'expliquerai demain, je t'aime. » Puis il partit réserver une chambre à l'hôtel Cardinal, à quelques rues de là. La nuit fut agitée, peuplée de cauchemars, où il voyait alternativement Élise en pleurs et Camille lui tournant le dos. Au matin, épuisé mais résolu, il décida d'aller voir Camille avant toute chose. Elle était désormais son avenir, son ancre dans la tempête qu'il avait lui-même déclenchée. Lorsqu'il arriva devant son immeuble, Marc remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Une voiture de police était garée devant l'entrée et plusieurs voisins étaient rassemblés sur le trottoir, parlant à voix basse avec des expressions graves. Une angoisse sourde s'empara de lui. Il s'approcha rapidement d'un petit groupe où il reconnut le concierge. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, le cœur battant. « C'est terrible » répondit le vieil homme en secouant la tête. La jeune fille du 3e. Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. À cet instant précis, 2 ambulanciers sortirent de l'immeuble, poussant un brancard recouvert d'un drap blanc. Sous le tissu se dessinait clairement la forme d'un corps. Marc sentit le monde vaciller autour de lui. Non, c'était impossible. Pas Camille. Pas maintenant. Que lui est-il arrivé? Parvint-il à articuler. On ne sait pas exactement, expliqua une voisine à côté du concierge. C'est sa mère qui a donné l'alerte ce matin. Elle n'arrivait pas à la joindre depuis hier soir et s'inquiétait. Quand les pompiers ont ouvert l'appartement, ils l'ont trouvé. Enfin, vous voyez. Un suicide, apparemment, ajouta le concierge en baissant la voix. Des médicaments. Une overdose. Marc dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Un suicide. Camille s'était donné la mort. Mais pourquoi? Et pourquoi maintenant, alors qu'il avait enfin choisi d'être avec elle? Comme en réponse à sa question muette, la voisine reprit « Il paraît qu'elle a laissé une lettre. La police l'a emportée, mais j'ai entendu un agent dire qu'elle parlait d'un homme. Un homme qui lui aurait fait des promesses avant de la rejeter. » Ces mots frappèrent Marc comme autant de coups de poignard. Son message d'hier soir, l'avait-elle mal interprété? Avait-elle cru qu'il lui annonçait leur rupture plutôt que sa séparation d'avec Élise? « Excusez-moi » balbutia-t-il avant de s'éloigner en chancelant. Il marcha sans but dans les rues d'Aix, l'esprit embrumé par le choc et l'horreur. Camille était morte, morte en croyant qu'il l'avait abandonnée. Et cette lettre, si la police l'avait récupérée, son nom y figurait-il? Allait-on remonter jusqu'à lui? Ces questions pratiques, presque sordides, se mêlaient à une douleur si intense qu'elle lui coupait littéralement le souffle. Il avait l'impression qu'une main invisible lui comprimait la poitrine, l'empêchant de respirer normalement. En fin d'après-midi, alors qu'il était assis sur un banc du parc Jourdan, hagard et épuisé, son téléphone sonna. Le nom d'Élise s'afficha sur l'écran. Il décrocha mécaniquement. « Allô? Marc ?» La voix d'Élise était étrangement calme. « Tu as appris pour la jeune fille, notre voisine ?»« Oui, » murmura-t-il, incapable d'en dire plus. « Les policiers sont venus me voir,
Ils avaient des questions sur toi, sur ta relation avec elle. Marc ferma les yeux. C'était donc arrivé. La vérité allait éclater au grand jour. Qu'as-tu répondu? Que tu étais son professeur à l'université, rien de plus. Cette réponse le prit au dépourvu. Pourquoi Élise le protégeait-elle après ce qu'il lui avait fait? Je ne veux pas être mêlée à un scandale, Marc, poursuivit-elle comme si elle lisait dans ses pensées. Je ne le fais pas pour toi, mais pour moi, pour préserver ce qu'il me reste de dignité. Je comprends, murmura-t-il. Merci. Ne me remercie pas. Je veux que tu récupères tes affaires pendant que je serai chez ma sœur ce week-end. Laisse tes clés sur la table et ne reviens jamais. C'est terminé. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Marc resta immobile, le téléphone la main confrontée à l'ampleur des ruines qu'il avait créées. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'horreur et de culpabilité. L'histoire de Camille fit la une des journaux locaux. Tragique suicide d'une étudiante à Aix. Sa lettre, heureusement, ne mentionnait pas de nom, se contentant d'évoquer « l'homme qui m'a promis l'amour avant de me jeter comme on jette un vêtement usé ». L'enquête conclut rapidement au suicide. Les parents de Camille, dévastés, organisèrent des funérailles auxquelles Marc n'osa pas assister, bien qu'il en mourût d'envie. Il se contenta d'observer la cérémonie de loin, caché derrière un arbre du cimetière, le cœur en miettes. À l'université, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains étudiants avaient remarqué la proximité entre le professeur Delorme et la jeune Camille Roux. Des collègues jetaient à Marc des regards suspicieux. Le doyen de la faculté le convoqua même pour un entretien où il fut question d'éthique professionnelle et de relations appropriées avec les étudiants. Sans preuve tangible d'une relation inappropriée, l'université ne put prendre de mesures disciplinaires contre Marc. Mais le mal était fait. Sa réputation était entachée, son autorité morale en tant que professeur de philosophie irrémédiablement compromise. 2 mois après la mort de Camille, Marc démissionna de son poste. Il vendit l'appartement qu'Élise et lui avaient partagé, elle avait déjà déménagé chez sa sœur à Marseille, et acheta une petite maison isolée dans le Luberon. Là, entouré de vignes et de champs de lavande, il entreprit d'écrire. Non pas l'ouvrage académique qu'il avait si longtemps projeté, mais une réflexion personnelle sur la passion, la morale et les conséquences de nos choix. Il écrivait sous pseudonyme, bien sûr. Marc Delorme, le respecté professeur de philosophie, n'existait plus. Les mois devinrent des années. Marc vivait désormais comme un ermite, ne descendant au village que pour l'essentiel, évitant les contacts humains qui lui rappelaient trop douloureusement ce qu'il avait perdu, ou plutôt ce qu'il avait détruit. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de Camille, il se rendait incognito au cimetière d'Aix pour déposer une rose blanche sur sa tombe. Il ne priait pas, il avait perdu toute foi en un ordre supérieur, mais restait là, immobile, dans une méditation silencieuse sur les vies brisées par ses propres mains. Une fois, il crut apercevoir Élise de loin, marchant bras dessus bras dessous avec un homme qu'il ne connaissait pas. Elle souriait, semblait heureuse. Cette vision, loin de l'attrister, lui apporta un étrange réconfort. Au moins, l'une des femmes qu'il avait aimées avait survécu à la tempête qu'il avait déclenchée. Au moins, l'une d'elles avait trouvé un chemin vers le bonheur. Un soir d'automne, 5 ans après la tragédie, Marc reçut une lettre inattendue. Elle venait du père de Camille, dont il reconnut le nom sur l'enveloppe avec un sentiment de terreur glacée. La lettre était brève, presque clinique. « Monsieur Delorme, nous savons depuis longtemps le rôle que vous avez joué dans la vie et la mort de notre fille. Si nous ne vous avons pas dénoncé publiquement, ce n'est pas par pardon, mais par respect pour la mémoire de Camille, qui vous aimait malgré tout. Ma femme est décédée la semaine dernière, emportée par un cancer qui, j'en suis convaincu, s'est nourri de son chagrin. Avant de partir, elle m'a fait promettre de vous transmettre ceci, le journal intime de Camille, qu'elle a tenu jusqu'à son dernier jour. Peut-être y trouverez-vous les réponses que vous cherchez, ou peut-être n'y trouverez-vous qu'un reflet de votre propre lâcheté. Pierre Roux. » Avec la lettre se trouvait un petit carnet à la couverture de cuir bleu. Marc le contempla longtemps, avant de trouver le courage de l'ouvrir. Quand il le fit enfin, ce fut pour découvrir l'écriture fine et délicate de Camille. Cette écriture qu'il n'avait vue que sur quelques notes échangées et qui maintenant lui racontait l'histoire de leur amour vue à travers ses yeux. Les dernières pages étaient particulièrement difficiles à lire. Camille y décrivait son désespoir grandissant,
sa conviction que Marc ne quitterait jamais Élise malgré ses promesses, sa peur de l'avenir, sa solitude. La toute dernière entrée, datée du jour de sa mort, ne contenait que quelques lignes. « Marc vient de m'écrire. Comme je le craignais, tout est fini. Élise sait tout, dit-il, ce qui signifie qu'il va rester avec elle, qu'il va me sacrifier pour sauver son mariage. Je le connais trop bien maintenant. Je ne peux pas continuer. Ainsi, je ne peux pas rester à Aix et le croiser chaque jour, sachant ce que nous avons partagé. Je ne peux pas non plus partir pour Paris et prétendre que rien ne s'est passé, que mon cœur n'est pas en miettes. Il n'y a qu'une issue à cette douleur, une seule porte de sortie. Marc, si un jour tu lis ces lignes, sache que je t'ai aimé, véritablement. Peut-être était-ce une folie, une erreur, mais c'était réel. J'espère que tu trouveras un jour la paix que je n'ai pas su atteindre. Adieu. » Marc referma le journal, les mains tremblantes. Ces mots, les derniers de Camille, résonnaient en lui comme le glas d'une cloche funèbre. Elle avait mal interprété son message. Elle avait cru qu'il choisissait Élise, alors qu'il avait enfin trouvé le courage de la choisir. Elle, un malentendu tragique, une terrible méprise qui avait coûté la vie à une jeune femme brillante et passionnée. Une vie gâchée par sa faute, par son indécision, par sa lâcheté, qui avait trop longtemps repoussé le moment de vérité. Cette nuit-là, assis dans son salon spartiate, avec pour seule compagnie une bouteille de whisky et le journal de Camille, Marc contempla longuement les ruines de sa vie. Qu'avait-il accompli au final? Une carrière universitaire abandonnée dans la disgrâce, un mariage détruit, l'amour de sa vie, morte de désespoir, et maintenant cette existence solitaire, hantée par les regrets et les remords. À l'aube, après une nuit blanche, il prit une décision. Il ne pouvait pas ramener Camille à la vie. Il ne pouvait pas effacer le mal qu'il avait fait. Mais peut-être pouvait-il donner un sens à cette tragédie, empêcher que d'autres ne tombent dans les mêmes pièges. Dans les mois qui suivirent, Marc se consacra entièrement à l'écriture d'un livre. Non pas un traité philosophique abstrait, mais un récit personnel, une confession sans phare de sa déchéance morale et de ses conséquences. Il y racontait sa rencontre avec Camille, leur passion dévorante, les mensonges, les promesses non tenues, et finalement, la catastrophe. Il écrivait avec une honnêteté brutale, ne s'épargnant aucune critique, exposant ses faiblesses et ses contradictions avec une lucidité qui frisait parfois le masochisme. Ce livre était sa pénitence, son expiation. Lorsqu'il l'acheva, 1 an plus tard, il l'envoya à un éditeur parisien sous un pseudonyme, Laurent Mercier. Accompagné d'une simple note, « Ceci est une histoire vraie. Seuls les noms ont été changés. » À sa grande surprise, le manuscrit fut accepté. Les Amants d'Aix parut au printemps suivant et connut un succès modeste mais significatif. Les critiques saluèrent sa sincérité implacable, sa réflexion profonde sur la nature de l'amour, du désir et de la responsabilité morale. Marc ne fit aucune promotion pour ce livre, refusant toutes les invitations à des interviews ou des salons littéraires. Ce n'était pas la gloire qu'il recherchait, mais une forme de rédemption, ou du moins de compréhension. Quelques mois après la publication, il reçut une lettre inattendue. Elle venait d'Élise. « J'ai lu ton livre », écrivait-elle. « Bien que tu aies changé les noms, j'ai reconnu notre histoire, notre tragédie. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement, mais je comprends mieux maintenant. Nous avons tous les deux notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Moi pour avoir fermé les yeux sur ton malheur silencieux, toi pour avoir cherché ailleurs ce que tu n'osais pas me demander directement. Peut-être un jour pourrons-nous nous revoir et parler, non pas comme mari et femme, mais comme deux personnes qui ont partagé une vie et qui cherchent la paix. » Cette lettre apporta à Marc un début de sérénité qu'il n'avait pas connu depuis la mort de Camille. Non pas le pardon, il ne le méritait pas, mais une forme d'acceptation, une reconnaissance que sa souffrance, bien que méritée, était comprise par quelqu'un qui avait aussi souffert par sa faute. 10 ans passèrent. Marc continuait à vivre dans sa maison isolée du Luberon, écrivant occasionnellement sous son pseudonyme des essais sur l'éthique, la passion, le vieillissement. À 66 ans, il menait une existence simple, presque monastique, ponctuée de longues promenades dans la campagne provençale et de rares visites aux villages voisins. Un jour d'automne, alors qu'il prenait un café à la terrasse du seul bar du village, une femme s'approcha de sa table. Elle devait avoir une 50aine d'années,
les cheveux grisonnants coupés courts, le visage marqué par les années, mais encore beau. « Laurent Mercier ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. Marc leva les yeux, surpris que quelqu'un l'interpelle par son pseudonyme. « Oui, je suis Élise, Élise Delorme. » Ce fut comme si le temps s'arrêtait. Marc se leva maladroitement, renversant presque sa tasse. « Élise, comment m'as-tu trouvé ?» Ce n'était pas très difficile. Ton éditeur a été plus discret que tu ne le crois sur ton identité réelle. Et puis je te connais. Tes références, tes tournures de phrases. J'ai toujours su que c'était toi. Elle s'assit en face de lui, commandant un thé au serveur qui passait. Ils restèrent silencieux un moment, s'observant mutuellement, mesurant les changements apportés par le temps et les épreuves. « Tu as l'air bien, dit finalement Marc. « Je le suis. J'ai refait ma vie à Marseille. Je dirige maintenant mon propre cabinet d'avocat spécialisé dans les droits des réfugiés. Et je me suis remarié. Je suis heureux pour toi, dit sincèrement Marc. Tu le mérites. » Un nouveau silence s'installa, moins tendu cette fois. « Pourquoi es-tu venue me voir, Élise ?» Elle prit une gorgée de thé avant de répondre. « Pour te remettre quelque chose. J'ai longtemps hésité, mais je pense qu'il est temps. » Elle sortit de son sac une enveloppe jaunie qu'elle posa sur la table entre eux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre, de Camille. Elle me l'a envoyée le jour. Le jour où elle est morte. » Marc regarda l'enveloppe comme si elle contenait un explosif. « Tu ne l'as jamais ouverte ?»« Si, bien sûr, à l'époque. C'est comme ça que j'ai su pour vous deux, avant même de recevoir cette lettre anonyme qui n'était qu'une diversion. Camille m'avait déjà tout révélé directement. Et tu ne m'as rien dit. Tu m'as laissé croire que c'était cette lettre anonyme qui avait tout déclenché. » Élise haussa les épaules. « J'étais en colère, blessée. Je voulais te protéger, mais je voulais aussi que tu souffres, d'une certaine façon. C'était compliqué. » Marc prit l'enveloppe d'une main hésitante. « Pourquoi me la donner maintenant, après toutes ces années ?»« Parce que j'ai enfin trouvé la paix, Marc. Je ne suis plus en colère contre toi ni contre elle. Et je pense que tu mérites de connaître toute la vérité, même si elle est douloureuse. » Élise se leva, laissant quelques euros sur la table pour son thé. « Je dois y aller, mon mari m'attend à l'hôtel. Nous sommes en vacances dans la région. » Élise l'appela Marc alors qu'elle s'éloignait. « Merci. Pour tout. » Elle lui sourit, un sourire triste mais sincère. « Prends soin de toi, Marc. Et peut-être, essaie de te pardonner un jour. Si j'ai réussi à le faire, tu le peux aussi. » Cette nuit-là, seul dans sa maison silencieuse, Marc ouvrit enfin la lettre de Camille. Son écriture, si familière maintenant, après des années à relire son journal, couvrait une simple page. « Chère Élise, vous ne me connaissez pas vraiment, bien que nous nous soyons croisés souvent. Je suis Camille, votre voisine, l'étudiante en lettres. Je suis aussi la femme qui a détruit votre mariage, et j'en suis profondément désolé. Marc et moi entretenons une liaison depuis plusieurs mois. Il m'a dit qu'il vous quitterait, qu'il m'aimait, qu'il voulait construire une vie avec moi. Je l'ai cru, j'ai voulu le croire. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était que des paroles en l'air, des promesses qu'il n'a jamais eu l'intention de tenir. Il vient de m'écrire pour me dire que vous savez tout et que c'est fini entre nous. Je ne vous écris pas pour vous blesser davantage, mais parce que vous méritez la vérité. Marc est un homme faible qui n'assume pas ses choix. Il vous a menti comme il m'a menti. Quand vous lirez cette lettre, je ne serai plus là. La vie sans lui me semble impossible à supporter. Peut-être est-ce pathétique, peut-être suis-je aussi faible que lui à ma façon. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Non pas pour moi, mais pour votre propre paix intérieure. Camille Roux. » Marc relut la lettre plusieurs fois, les larmes coulant librement sur son visage. Le dernier message de Camille lui était finalement parvenu, 10 ans trop tard. Ce soir-là, il sortit dans le jardin de sa petite maison et leva les yeux vers le ciel étoilé de Provence. Quelque part dans cet infini, peut-être, l'esprit de Camille l'observait. « Je suis désolé, murmura-t-il aux étoiles. J'aurais dû être plus courageux, plus clair, plus digne de ton amour, si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais c'est impossible, n'est-ce pas ?» Seul le bruissement du vent dans les oliviers lui répondit. Le lendemain matin, Marc retourna au village et s'installa à la même terrasse que la veille. Il sortit un carnet neuf et commença à écrire. Non pas un nouveau livre, mais une lettre. Une longue lettre adressée à Camille, qu'il n'enverrait jamais, mais qui serait peut-être sa dernière tentative d'expiation.
« Chère Camille, écrivit-il, je ne sais pas si les morts peuvent nous lire, mais j'ai besoin de te parler une dernière fois. » Lorsqu'il leva enfin les yeux de son carnet, le soleil commençait à décliner. Les ombres s'allongeaient sur la place du village, et une lumière dorée baignait les façades des maisons provençales. C'était cette même lumière qui avait illuminé le visage de Camille la première fois qu'il l'avait vue, cette lumière qu'elle semblait porter en elle. Marc rangea son carnet et regarda autour de lui. La vie continuait dans ce petit village, indifférente à ses drames personnels. Des enfants jouaient près de la fontaine, des amoureux partageaient une glace, des vieillards discutaient politique sur un banc. Et au milieu de cette scène ordinaire, Marc Delorme, ancien professeur de philosophie, ancien mari, ancien amant, désormais simple vieil homme marqué par le remords, comprit que sa véritable punition n'était pas la solitude ou la disgrâce, mais cette obligation de continuer à vivre, jour après jour, avec le poids de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait perdu. C'était sa sentence et il l'acceptait. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. J'espère que le cas secret d'un homme mûr avec sa jeune voisine vous a captivé et fait réfléchir sur les conséquences de nos choix et la complexité des relations humaines. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires tout aussi prenantes. Vos commentaires sont également très précieux. Quelle partie de l'histoire vous a le plus touché? Pensiez-vous que Marc aurait dû faire un choix différent à un moment donné? Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, vous pouvez également nous offrir un super merci qui nous aide à continuer à créer ce contenu pour vous. Jusqu'à la prochaine histoire, prenez soin de vous et n'oubliez pas que parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui définissent véritablement qui nous sommes. À bientôt!